Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Malika Aziane, directrice des systèmes d'information, de l'innovation et du Lab Sécurité Sociale. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous du Lab consacré au management à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les rendez-vous du Lab, ce sont des moments d'exploration, de partage et également de prospective. On y trouve également des regards d'experts sur des projets menés à la sécurité sociale ou en dehors, afin de mieux comprendre les grandes transformations qui impactent nos organisations. Alors le sujet d'aujourd'hui, l'IA et le management, s'inscrit dans une série sur l'IA que nous avons initiée en 2023, dont le fil rouge, le fil conducteur est de mieux comprendre, maîtriser l'impact de l'IA sur le travail, sous toutes ses dimensions, et de favoriser l'accompagnement et l'adoption de l'IA au sein de la sécurité sociale. Alors, vous trouverez tous les rendez-vous du Lab sous forme de replay sur le site UCANS TV qui s'affichera dans le chat de l'émission, ainsi que sur le site du Lab sécuritéSociale.fr qui s'affichera également. Alors pour aujourd'hui, le programme comprend 3 grandes séquences avec 3 intervenants. Donc tout d'abord, pour explorer ce sujet passionnant de l'impact de l'IA sur le management, tout d'abord une première séquence qui nous permettra de comprendre quels sont les enjeux stratégiques qui se jouent sur le métier de manager. Donc on verra comment l'IA transforme le management au quotidien de façon très concrète, comment le manager s'empare de l'IA pour manager un collectif augmenté par l'IA, comment le rôle, les postures et les compétences évoluent. Et on terminera cette première séquence par une vision prospective du manager qui devra se préparer à intégrer dans ses équipes des agents IA dont on parle beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Alors pour traiter cette première séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Anat, qui est associé chez Eurogroupe et expert des questions RH. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue au studio. Ensuite, nous enchaînerons sur une deuxième séquence qui permettra de compléter cette exploration par le regard, par l'expertise d'une organisation publique qui est déjà bien engagée dans la transformation numérique et particulièrement l'intelligence artificielle. Donc c'est donc France Travail, et on abordera dans cette deuxième séquence donc les usages qui sont déployés au sein de cette organisation, comment les managers vivent cette transformation. On évoquera également les questions d'éthique et de régulation d'usage chez France Travail, mais aussi en dehors. Et puis, on verra également la question essentielle de l'accompagnement. Quelles sont les démarches d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour réussir ces transformations? Et on terminera encore par une séquence prospective pour imaginer le manager public de demain dans un environnement où l'IA est omniprésente. Alors pour traiter ce sujet tout aussi passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Fénard, qui est directeur de la transformation digitale à France Travail et qui est également professeur à Sciences Po. Aurélien, bonjour et bienvenue au studio. Et ensuite, on terminera par une séquence où l'on va revenir à la sécurité sociale et l'on va prendre un sujet plus global pour partager différentes actualités sur l'IA qui concernent bien sûr la fonction managériale. Tout d'abord, on partagera l'avancement d'une démarche majeure que l'Observatoire des métiers porté par l'UCANS avec les branches a lancé en début d'année sur l'impact de l'IA sur les métiers de la sécurité sociale. Donc l'étude est en cours et on vous partagera les premiers avancements. On complétera ce partage par une restitution également des premiers enseignements d'une enquête que l'on a menée auprès des salariés de la sécurité sociale, une enquête de perception pour comprendre les attentes, les craintes ou leurs perceptions sur l'usage et la montée en charge de l'IA qui commence à monter en charge au sein de la sécurité sociale.
Et puis, on vous partagera également une démarche innovante que nous avons lancée auprès d'une communauté managériale de 2500 managers qui vise à explorer, tester, expérimenter l'IA à travers un challenge IA en ce mois de l'innovation publique. Et cette émission sur l'IA et le management inaugure ce challenge qui démarre donc aujourd'hui. Alors pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir également d'accueillir ma collègue Camille Fabre, qui est chef de projet RH à la direction du développement et de l'accompagnement RH à Lucans, et qui donc nous partagera tous ces travaux qu'elle pilote directement avec différents acteurs des autres branches de sécurité sociale. Camille, bonjour et bienvenue au studio. Et donc, nous allons pouvoir démarrer la première séquence avec Jean-Baptiste. Mais avant, Jean-Baptiste, je voudrais rappeler 3 informations un peu classiques dans nos rendez-vous du Lab. Alors tout d'abord, cette émission et ce travail que nous avons mené en partenariat avec Eurogroupe donne lieu à un dossier de synthèse qui va reprendre toutes les problématiques que nous évoquons dans cette émission. Et ce dossier de synthèse vous sera transmis à la fin de l'émission. Ensuite, après la 3e séquence, vous aurez la possibilité d'adresser des questions. En tout cas, nos intervenants auront le plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Et je vous invite à adresser vos questions dès à présent, dès le démarrage de l'émission. Et donc, on prendra toutes vos questions. Et enfin, n'oubliez pas le questionnaire de satisfaction que nous vous adresserons à la fin de l'émission. Pour nous, c'est important d'avoir vos retours pour notre démarche d'amélioration continue. Donc, on va tout de suite démarrer sur la première séquence qui va nous permettre de bien comprendre les enjeux stratégiques qui se jouent sur la fonction managériale. Et donc, c'est Jean-Baptiste qui va démarrer. Donc, Jean-Baptiste, vous travaillez sur les questions d'IA et du métier de manager. Vous pouvez nous préciser en quoi ce sujet est stratégique pour le métier de manager, pour les organisations et aussi pour la sécurité sociale? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à Malika, et puis bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour cette belle table ronde. Donc, c'est évidemment un sujet particulièrement stratégique dans toutes les organisations. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a généralement 2 grandes dimensions. Il y a une dimension qui est liée à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour tous, avec des outils du quotidien qui sont au service des collaborateurs pour les accompagner dans un certain nombre de tâches. Et puis, l'IA adossée au processus pour optimiser les processus des organisations. Donc voilà, il y a un peu ces deux grandes dimensions. Et globalement, ce que l'on observe, c'est que en fait, l'IA rentre dans les pratiques, je dirais, du quotidien, dans les usages. D'abord, donc on rentre par le bas et pas forcément d'un point de vue stratégique dans un premier temps. On retrouve un petit peu la même chose avec ce qu'on avait pu voir à l'époque des smartphones, par exemple, et des applications associées à ces smartphones, où finalement, c'est dans les usages privés que se sont d'abord développées l'utilisation de ces technologies, avant que l'entreprise, les organisations prennent en main et le développent, et que la digitalisation devienne un enjeu stratégique et reprenne ces technologies. C'est un peu ce qu'on retrouve avec l'intelligence artificielle, où en fait, beaucoup se sont appropriés ces technologies un petit peu à leur sauce, dans leur coin, et puis ensuite les ont mis en place au niveau, je dirais, professionnel, et s'en sont servis avant même que l'organisation finalement se rende compte de cela et prenne en main ce sujet, et que ce sujet devienne petit à petit un sujet stratégique, encadré, avec certaines organisations qui vont mettre en place leur propre système d'intelligence artificielle, et d'autres qui vont s'appuyer sur des intelligences artificielles, notamment des GPT de place et de marché. Donc on a un peu ces différentes dimensions, avec malgré tout un usage qui est très lié à l'individu, en fait, avant que l'organisation s'en empare d'un point de vue stratégique.
Évidemment, pour la sécurité sociale, c'est un enjeu majeur puisque l'intelligence artificielle va avoir un impact évidemment considérable sur tout ce qui touche à l'optimisation des tâches du quotidien, à la relation aux usagers, bien entendu. Et donc, pour toutes ces dimensions-là, le manager demain va avoir un rôle clé dans la régulation des équipes et dans le fait de faire vivre ces technologies au quotidien. Et donc le manager, donc il voit ses collaborateurs qui utilisent l'IA à titre personnel, donc des démarches se mettent de plus en plus en place maintenant dans les organisations. Et comment ça se décline au niveau de la pratique managériale pour le manager? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle de vie en fait du manager qui consiste à encadrer opérationnellement ses équipes, à les évaluer, à faire vivre les choses au quotidien, eh bien ces éléments-là sont fondamentalement impactés par l'intelligence artificielle à mesure que des tâches sont automatisées, à mesure que des collaborateurs peuvent planifier leur activité au quotidien. Avec l'IA, évidemment, le rôle du manager est impacté. Et donc, il s'agit pour le manager de pivoter et de trouver sa place et son rôle dans un contexte où, évidemment, c'est beaucoup plus, on va dire qu'il est beaucoup moins naturel de retrouver ses repères en tant que manager du quotidien. À partir du moment où votre collaborateur voit la plupart de ses activités, on va dire, réalisées en lien avec l'IA, on peut se poser la question du rôle du manager. Alors, le manager va, dans ce cadre-là, avoir un rôle d'encadrant, évidemment, mais de coach, d'accompagnant au quotidien, en jouant ce double rôle de manager opérationnel et de manager de la technologie. Donc, c'est bien dans la combinatoire entre ces deux dimensions qu'il y a un enjeu stratégique pour le manager demain. Et donc, dans l'activité managériale, donc un manager, classiquement, il gère des priorités, des objectifs, il évalue des collaborateurs, des résultats. Et comment il intègre l'IA dans son activité managériale proprement dite, dans le processus soit d'arbitrage ou de décision? L'IA devient évidemment un outil au même titre que pour le collaborateur. Il s'agit de quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. Pour le manager, c'est le cas aussi. Ça va lui donner parfois une vision très fine de la manière dont les indicateurs sont mis en œuvre et suivis et réalisés par ses équipes, avec des dimensions un peu en temps réel que l'IA permet d'avoir, donc une vision peut-être un peu plus fine sur les activités opérationnelles, l'efficacité des équipes, pour ne pas utiliser un mot valise comme la productivité. Voilà, mais en termes d'efficacité, je dirais que ça va lui donner une hypervision assez puissante en fait, en utilisant toutes ces données-là. Et puis là où finalement aussi, je pense que sur le quotidien de manager, il y a un impact, c'est sur les modes de communication. En fait, beaucoup de questions que se posent les collaborateurs au quotidien, dans le monde d'avant, entre guillemets, voilà, on allait taper à la porte du manager, ou on l'appelait, on le contactait, on avait une réponse, on avait un échange. À partir du moment où vous avez des systèmes avec des chatbots qui sont fuelés par l'intelligence artificielle, qui permettent à des collaborateurs très facilement d'avoir accès à tout un tas d'informations du quotidien, voire avoir des informations qui sont encore plus précises que ce que le manager pourrait leur fournir. Voilà, ça vient évidemment perturber un petit peu tout cela, et c'est peut-être là où le rôle le plus humain qu'on attend du manager revient sur le devant de la scène. Et c'est ce qu'on verra certainement tout à l'heure quand on parlera des compétences attendues. Oui, j'allais le rappeler. Effectivement, on approfondira cette question du rôle du manager et de ce risque de déshumanisation que peuvent vivre certains managers. Avant, je voudrais qu'on regarde également la question des. Bon, vous avez commencé à l'expliquer. L'IA permet de déléguer un certain nombre de tâches, de réaliser des tâches. Ce qui rend les collaborateurs et les managers également plus autonomes. Donc c'est une tendance plutôt positive, enfin en tout cas vécue positivement pour certains. En revanche, pour d'autres personnes, d'autres collaborateurs, on parle de plus en plus d'autonomie, subie. Moi, je voulais savoir comment le manager, par rapport à ce contexte, peut-il encadrer et jouer son rôle de manager
pour que cette transformation soit vécue positivement? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans tout cela, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, évidemment, lorsqu'elle est utilisée, on va dire positivement, c'est quelque chose de formidable en termes d'efficacité, ça vous fait gagner beaucoup de temps, mais ça met aussi les collaborateurs dans des situations qui sont parfois pas forcément les plus confortables. Je m'explique. Finalement, un collaborateur qui va utiliser l'intelligence artificielle va se retrouver à la fin avec un certain nombre d'éléments qu'il va subir en termes de décision. Préalablement, il était dans un dialogue avec son manager. Là, finalement, l'intelligence artificielle va le mettre face à un certain nombre de tâches qu'il a à réaliser, face auxquelles, finalement, il n'a pas d'interlocuteur. Il va se retrouver avec l'IA en face de lui, qui lui a facilité la tâche. Mais déjà, ça, c'est quelque chose de nouveau et qui crée finalement une forme de perturbation pour un collaborateur et qui peut générer une forme de fatigue. Et puis, plus largement, je pense que quand on parle de fatigue un petit peu cognitive, c'est aussi le fait d'être face à une machine. Être face à une machine au quotidien, lorsqu'on est des humains, ça génère aussi quelque chose d'un peu particulier, alors qu'avant on avait l'habitude d'être en interaction avec quelqu'un. Là, on va avoir un dialogue avec une machine pour nous aider dans notre quotidien. Donc ça peut générer une forme de fatigue cognitive là aussi. Le rôle du manager là-dedans, il est de détecter ces signaux faibles et d'être évidemment très attentif à cela pour continuer à stimuler aussi des collaborateurs qui verraient une partie de leur activité réalisée grâce à l'IA ou par l'IA plus facilement. Donc, je pense qu'il y a aussi ce rôle pour le manager de lutter contre une fatigue cognitive qui entraîne des collaborateurs à ne pas forcément toujours avoir le réflexe qu'ils pouvaient avoir avant d'être dans la créativité, d'être dans l'innovation. L'IA le fait pour soi, alors à quoi bon? Et ça crée aussi une forme de fatigue inversée. Et c'est là où le manager doit stimuler ses équipes et évidemment être très attentif aux signaux faibles qui peuvent apparaître. On commence à percevoir le rôle du manager qui se dessine à partir de toutes vos réponses. Avant d'approfondir vraiment ce sujet, ce que je souhaiterais, c'est que dans l'activité du manager, donc il y a celle de l'évaluation des objectifs, de l'activité des collaborateurs. Donc, comment cette activité d'évaluation va-t-elle évoluer avec l'IA? Doit-on prendre en compte dans l'évaluation l'usage ou le non-usage de l'IA? Y a-t-il un risque de non-équité justement dans cette évaluation par rapport à l'utilisation de l'IA qui doit être très diverse aujourd'hui, en tout cas dans les équipes, dans les collectifs de travail? Il y a un peu deux dimensions dans votre question. Enfin, pour répondre déjà au premier point, ne pas prendre en compte l'IA dans le processus d'évaluation, aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. En tout cas, c'est ne pas tenir compte du fait que ces technologies sont ou vont être de plus en plus utilisées lorsqu'elles le sont, évidemment, lorsqu'elles sont promues dans les organisations concernées. Donc évidemment que les managers doivent aujourd'hui intégrer cela avec un regard sur la façon dont leurs collaborateurs utilisent l'IA dans leurs tâches au quotidien. Et je dirais ça, c'est incontournable. On le voit d'ailleurs dans beaucoup d'organisations, les systèmes d'évaluation, les critères ont évolué, les indicateurs ont évolué et donc automatiquement, dans certaines activités, on va regarder les indicateurs à l'aune de l'IA. Donc déjà, là, premier point, des indicateurs très concrets sur l'efficacité, un nombre de dossiers traités ou que sais-je. À partir du moment où vous allez être aidé et augmenté par l'IA, on regarde les choses un peu différemment. Ensuite, il y a une deuxième... certaines entreprises qui ont déjà mis en place et aménagé ces process d'évaluation. Oui, Sanofi, par exemple, a vraiment fait évoluer son système d'évaluation en tenant compte justement de l'impact de l'IA pour tous et de l'IA sur les process, comme je l'évoquais en introduction, dans le quotidien des équipes. Mais on va aussi regarder la façon dont alors il y a une façon, donc je dirais hard d'utiliser l'IA. Ça, c'est la version avec les indicateurs, le truc un peu dur lié à l'efficacité. Puis il y a une version un peu plus soft, comme on pouvait avoir des soft skills avant. Il y a une logique aussi d'utilisation soft de l'IA avec comment est-ce qu'un collaborateur va l'utiliser sous forme un peu créative.
va l'utiliser pour améliorer la communication avec son manager, mais aussi avec ses collègues. Et ça, c'est une dimension qui doit être regardée. Comme avant, on regardait des éléments de posture, de comportement dans les évaluations. Bah, finalement, il y a aussi cette dimension-là qui switch un petit peu avec l'IA. On va regarder comment on utilise l'IA, mais dans une version qui consiste à regarder les choses sous un angle avec de l'impact au collectif de travail, qui est peut-être un truc un peu nouveau. Et ça suppose aussi que le manager maîtrise ces sujets pour pouvoir avoir cette capacité d'évaluation Oui. de l'usage, du bon usage de l'IA et de la performance de travail avec ou sans l'IA. Oui, et puis vous évoquiez l'équité, c'est-à-dire que ça suppose alors c'était évidemment, enfin c'est un préalable et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des organisations qui s'emparent de l'IA. Il y a dans tous les cas des systèmes de formation qui se mettent en place avec de l'acculturation et il faut évidemment des formations pour les équipes, mais des formations spécifiques pour les managers. Parce qu'on l'a vu et on l'a un petit peu touché du doigt, les postures, les compétences, les attentes vis-à-vis du manager évoluent aussi. Donc leur utilisation de l'IA doit être accompagnée dans le cadre de systèmes de formation pour garantir l'équité dont vous parliez tout à l'heure. L'un des enjeux qu'on a identifié et qui est traité d'ailleurs dans le dossier de synthèse, c'est le rôle du manager dans un collectif augmenté par l'IA. Donc, on voit bien que les collaborateurs s'emparent de l'IA, deviennent plus performants, créatifs quand c'est bien utilisé. Donc, il devient manager d'un collectif augmenté par l'IA. Lui-même devient-il un chef augmenté par l'IA ou ne risque-t-il pas de devenir aussi un chef dépassé par l'IA J'en touchais un petit mot tout à l'heure en disant qu'il devait maîtriser quand même un peu l'IA. Donc, il y a un peu ce risque-là en filigrane. Oui. En fait, l'IA devient partie prenante du quotidien, de la vie d'équipe. On l'évoquera tout à l'heure parce que vous avez parlé un peu d'IA agentique, mais voilà, la technologie devient un membre de l'équipe en fait. Donc, elle est automatiquement dans le spectre, je dirais, du manager par définition. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que, et on le voit dans certaines organisations, c'est le cas notamment chez Engie. C'est le cas à la ville de Paris où on demande aux managers de créer des séquences sans IA. Donc certes, le manager comme le collaborateur sont augmentés par cette technologie, mais il y a un petit peu, on évoquait la fatigue cognitive tout à l'heure, il y a un petit peu ce risque-là, à force de trop utiliser l'IA, on va dire qu'on peut aussi devenir un peu feignant. Et donc faire marcher certaines parties du cerveau, c'est quand même nécessaire. Il y a des études qui l'ont pointé d'ailleurs, récentes sur le sujet. Et donc, on demande de plus en plus aux managers de créer des temps, qui sont des temps où on va se retrouver physiquement, ou même parfois d'ailleurs de manière hybride, parce qu'on peut faire des choses sans IA en tout cas, où on va développer la créativité, on va collaborer, on va échanger, et on va revenir sur un certain nombre de fondamentaux sans IA, sur lesquels on avait l'habitude de travailler avant, non pas parce qu'on considère que ça n'a pas de sens d'utiliser l'IA dans ces séquences-là, on peut très bien faire du brainstorming et de la créativité avec l'IA, mais se retrouver avec un collectif, c'est là aussi le rôle du manager, et donc de trouver le bon équilibre. On évoque parfois le manager dans un environnement hybride, là c'est un petit peu pareil, c'est le manager dans un environnement hybride avec de l'IA, donc on vient rajouter une petite couche supplémentaire pour le manager. Oui, alors du coup, le manager qui travaille dans un environnement partiellement ou de plus en plus automatisé, hybride, où l'IA a beaucoup de place. Alors, quelles sont les compétences critiques pour naviguer dans cet environnement-là? Parce que le manager, il est quand même garant d'une cohésion, d'un collectif. Donc, comment il va réussir à embarquer tout le monde sur cette transformation et assurer son rôle de manager? Il y a plusieurs dimensions. Déjà, il y a un cadre qui doit être fixé par le manager. À la base de la base, c'est compte tenu de notre réalité opérationnelle, comment est-ce qu'on va utiliser l'IA? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et donc, ce premier rôle d'encadrement et du cadre qui est à donner. Deuxième rôle, c'est celui de préserver une forme de densité relationnelle. On l'évoquait avec des temps d'échange, donc on revient sur un rôle d'animateur, un rôle d'accompagnateur,
du manager. Troisième point, vous l'avez évoqué, on doit s'assurer en tant que manager que l'ensemble de l'équipe est sur un même pied d'égalité lorsqu'on parle d'IA, avec de l'acculturation et un certain nombre de choses qui doivent être maîtrisées d'un point de vue technique. Et puis après, bien entendu, on l'a aussi touché du doigt, il y a ce rôle de vigie du manager qui est extrêmement important, où il convient d'être très très vigilant sur des sujets de des signaux faibles liés à l'utilisation de l'IA, avec les surcharges qu'elles puissent être mentales ou liées à la fatigue qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est globalement une posture de coach qui est peut-être encore plus importante et renforcée avec l'IA, et une forme d'architecte de confiance dans un environnement hybride. Et on voit de plus en plus de projets d'équipe, de projets collectifs qui sont façonnés sur tout un tas de dimensions par le manager avec ses équipes en intégrant l'IA. Avant, on intégrait ces projets d'équipe pour parler de la manière dont on allait s'organiser avec le distanciel, le présentiel, comment on allait utiliser nos locaux et les espaces de travail pour réaliser telle ou telle activité. L'IA rentre désormais en ligne de compte dans ces projets d'équipe de plus en plus. On voit bien qu'il y a tout un rôle, des postures, des compétences qui se reconfigurent pour le manager. Un rôle qui était déjà, qui commençait à se dessiner avec les organisations hybrides, avec le télétravail et toute la collaboration numérique. Si on veut aller plus loin et dans une approche un peu prospective, c'est vrai que aujourd'hui, moi je sais que en tant que DSI, il n'est pas un jour où un fournisseur me parle d'agent IA. Donc, ça veut dire que demain, en même temps qu'on s'approprie les usages de l'IA, il faudra, en tant que manager, intégrer l'agent IA comme un collaborateur et comment cette intégration s'articule avec les autres collaborateurs. Enfin, comment le manager va se préparer à cet encadrement d'un nouveau collectif, en quelque sorte. Ouais, alors là, c'est vrai que c'est assez prospectif, même si ça le devient de plus en plus, et je pense qu'Aurélien pourra en témoigner. La technologie a fait un bond incroyable, et aujourd'hui, on a des agents IA qui sont très très puissants. C'est parfois un peu effrayant d'ailleurs, mais ça, c'est encore un autre débat, quasi philosophique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où on a un IA agentique, se pose la question de l'évaluation de cette IA agentique, se pose la question de la formation de cette IA agentique, se pose la question de son onboarding dans l'équipe. Enfin, voilà, finalement, ça ouvre un champ quasi, là aussi quasi philosophique sur est-ce qu'on traite cette IA agentique comme un collaborateur classique, comment est-ce qu'on gère sa relation aux autres, et donc ça vient là aussi rajouter une complexité supplémentaire pour le manager dans son quotidien. Parce que voilà, là on touche à quelque chose qui peut-être aurait fait lever de sa chaise Orwell à l'époque, mais qui en tout cas est vraiment lié à la façon dont est-ce qu'on manage en fait la machine, comment on manage l'humain. Bon, moi j'ai pas vraiment encore de réponse à cela, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit arriver avec de vraies questions sur les compétences managériales qu'il y a derrière à développer, qui vont devoir être certainement renforcées pour les managers demain. Écoutez, merci Jean-Baptiste pour ces éclairages, pour cette séquence qui nous a permis de poser les principaux enjeux des transformations managériales avec l'IA. Donc, je vous propose d'aborder la deuxième séquence avec Aurélien Fénard. Aurélien, on va partir tout d'abord peut-être de France Travail, là où vous travaillez, et où vous avez expérimenté plusieurs cas d'usage. Moi, j'aimerais bien savoir, et pour nos participants, comment cela se passe et comment ça transforme en fait les pratiques managériales, puisque c'est le cœur du sujet. Oui. Tout d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de pas paraphraser ce qui vient d'être brillamment exposé. Pour autant, effectivement, moi j'aime bien me mettre à la place du manager pour comprendre ce qui se passe. Et le manager chez France Travail, mais un peu partout également, il vient de subir un certain nombre de différentes couches de transformation. Il y a eu forcément la digitalisation, le cloud, Internet,
le Covid, avec l'hybridation du travail. Et là, il ou elle, bien sûr, va arriver à un nouveau type d'hybridation, c'est l'hybridation cognitive. Et donc, effectivement, il y a énormément de choses qui se passent et les managers sont au carrefour de certaines, de toutes ces transformations avec les RH et d'autres fonctions en entreprise, ils sont là pour être le catalyseur de ces transformations et puis être entre la vision, on va dire, de la direction sur ce qu'on veut faire avec l'IA et puis donc ce qu'on appelle le top-down et à la croisée avec le bottom-up où effectivement, comme tu le disais tout à l'heure très justement, les premiers usages par rapport à ce qu'on pouvait croire sont des usages dans la sphère personnelle et de manière très intense et beaucoup d'agents ont soit pas envie d'utiliser l'IA parce que ça leur fait un peu peur, c'est un peu comme on dit black box, boîte noire, le côté un peu magique qui peut faire peur, et d'autres qui disent mais moi j'utilise énormément l'IA dans ma sphère privée, je voudrais avoir tous ces outils-là, et donc c'est vrai que c'est un peu un grand écart entre toutes ces différentes envies et objectifs. Alors nous chez France Travail, ça fait une dizaine d'années qu'on fait de l'IA, donc c'est quelque chose qui est déjà là, qui est monté en puissance et forcément on a pris le train en marche quand l'IA générative est venue et pareil comme tu le disais, il y a l'IA on va dire du quotidien pour être dans la productivité personnelle, faire un compte rendu, etc. Avec ce qu'on appelle des Secure GPT. Donc nous, par exemple, on a un chat FT en interne. Ensuite, il y a l'IA dans le processus managérial. Ensuite, il y a l'IA dans les processus métier, cœur de métier. Et puis il y a l'IA aussi après dans la data, etc. Donc on ne mélange pas forcément et on a des cas d'usage à chaque fois. Mais pour vous dire comment on peut s'en emparer et trouver vraiment une utilité, il y a un cas d'usage auquel je pense qu'on a fait notamment en RH et qui fonctionne bien parce qu'on apporte des solutions. C'est par exemple avec mes collègues au Codir RH, on fait un guide utilisateur à destination des managers sur toutes les questions RH que les agents peuvent poser. C'est un guide hyper complet, très précis, qui fait environ 200 pages. Et ce qu'on a décidé, c'est de le mettre sous forme d'un mini chatbot. Donc, comme dans ChatGPT, il y a des GPTs pour des petits chatbots, on va dire spécialisés, voilà. Et ben nous, on a dans ChatFT, on a des FTs. Et donc, par exemple, on a le guide manager RH IA. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que quand il y a une question RH, pour laquelle le manager sait pas forcément sur le doigt, parfaitement par cœur toutes les règles. Par exemple, comment se passe un congé sabbatique, parce que c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Il peut demander copier le mail dans le petit chatbot, ça lui écrit la réponse. Quand c'est des réponses, on va dire assez, ça remplace pas un RH, attention. C'est pas une situation personnelle à instruire. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça lui donne un premier niveau de réponse très rapidement, qui permet, sur smartphone ou sur son ordinateur, et du coup, ce qui permet assez rapidement de répondre. Donc nous qui considérons que le manager c'est le premier RH de proximité, on fait un peu de l'empowerment de nos managers de proximité. Eux, ça les met en valeur, ça leur permet de répondre le plus vite possible aux agents. Les agents ont leur réponse. Donc, ils sont satisfaits. Et puis, si ça devient plus compliqué, ils s'adressent ensemble au RH. Mais du coup, ça nous permet aussi de désengorger les services RH sur des questions, je veux dire, relativement simples. Et du coup, ils peuvent se concentrer sur des questions beaucoup plus singulières, sur des cas beaucoup plus particuliers. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place. À l'heure actuelle, on a à peu près 2500 usages par mois de nos managers et on a un taux de satisfaction qui est aussi entre 80 et 75%. Donc, on est plutôt ravis et c'est vraiment, je pense, à l'heure actuelle, des cas d'usage qui sont bien appréciés
Et après, il faut dire, hein, si le cas d'usage il trouve pas son public, il tombe vite par lui-même. Donc ça, c'est des cas d'usage qui fonctionnent. Ouais. Et donc vos managers, ils vivent plutôt positivement l'arrivée de ces nouveaux outils, en tout cas ceux concernant l'assistance RH. Ben oui, parce que comme je le disais, tout cas d'usage qui trouve pas son public, il tombe naturellement en désuétude, et puis on le sait vivement tout de suite, et puis on pivoterait sur autre chose. Non, je pense que c'est plutôt apprécié comme le prouvent les appréciations. Parfois même, on a de la demande pour améliorer, pour ajouter d'autres choses, etc. Donc ça veut dire que ça génère de l'envie. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les managers, ils voient bien qu'on est sur des cas d'usage qui sont là pour les augmenter, pour les accompagner, pour leur faciliter la tâche. Il faut bien comprendre, comme je le disais juste avant, qu'on est sur une sorte de couche de digitalisation, voilà. Et à l'heure actuelle, avec des collègues professeurs à Sciences Po, il y a un chiffre qui revient souvent, c'est que 40% du temps d'un manager, quel qu'il soit, hein, public, privé, etc., est pris par des tâches administratives, que ce soit dans des processus digitaux, des self-service, des choses pour planifier, pour contrôler, pour valider. Et donc, ça fait 2 jours par semaine quand même. Et donc, quand on arrive à libérer un peu de ce temps-là pour justement, comme tu le disais parfaitement, repartir sur un collectif qui peut être parfois un peu où les liens de ce collectif peuvent être un peu usés, c'est extrêmement important pour les managers de leur redonner du temps au service de ce collectif, parce qu'on s'aperçoit que quand on introduit une nouvelle technologie, généralement, il y a quelque chose, c'est plus la vague technologique ou la transformation, la révolution même est importante, plus on a besoin d'accompagnement humain. Et ben là, ce qu'on constate, c'est que nos managers, ils doivent être en capacité de comprendre que le collectif peut être un peu déstabilisé, que celui qui faisait des macros avant, que celui qui avait l'expérience sachante, etc., leurs rôles peuvent être un peu bouleversés. C'est ce qu'on appelle la théorie des systèmes socio-techniques intelligents. C'est-à-dire que toute nouvelle technologie peut bouleverser non seulement, comme tu le disais très bien, les liens entre les managers et les agents, les salariés, mais aussi l'équilibre du collectif entre lui-même. Et on se retrouve avec des personnes qui peuvent être déstabilisées parce que ce qui s'était construit comme rôle dans le collectif peut être déstructuré. Je ne suis plus le sachant, je ne suis plus celui qui a l'expérience, je ne suis plus le technique qui aide à faire des macros. Tout le monde peut le faire. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc vraiment, Vous avez un peu répondu à une autre question que j'avais notée. Est-ce que l'IA, finalement, en vous écoutant, je me disais, faciliter le travail du manager? J'ai un peu l'impression que oui, mais en même temps, elle entraîne de la complexité. Absolument. Et donc, il y a peut-être un risque de complexification du rôle du manager. Et il y a peut-être aussi des points de vigilance à avoir, et si vous pouviez préciser lesquels. Oui, il y a des points de vigilance parce que, comme je le disais, on va pouvoir libérer du temps au manager, mais par contre, le manager, au fur et à mesure du temps, on lui donne de plus en plus de rôles. Comme je disais avant, il va être un peu RH de proximité, il est courroie de transmission de la transformation au plus près des équipes au quotidien, et donc c'est aussi un manager recruteur qui écoute ce qui se passe sur le marché du travail, et on voit que les métiers, les tâches, les compétences sont en train d'évoluer. Et lui, qu'est-ce qu'il doit amener? C'est un collectif vers une performance, vers des objectifs, et on voit bien qu'il y a tout un travail à repenser. Et comme on le disait également, manager à la fois peut-être des équipes qui se mettent pas encore tout de suite à l'IA, un peu de manière un peu plus traditionnelle, manager des équipes qui se mettent à l'IA, et donc avec le brouillage un peu de qu'est-ce qui est vraiment de la compétence de l'agent ou du salarié versus qu'est-ce qui a été fait par l'outil, c'est pas toujours très simple à discerner. Et puis forcément, si on va un peu sur du prospectif, manager des agents,
et manager des agents managers d'autres agents IA. Donc on va voir qu'on va avoir non seulement une hybridation cognitive des tâches, et puis tout en se transformant lui-même. Donc oui, il y a quand même une grosse charge mentale et de transformation sur le manager qui, lui aussi doit comprendre que peut-être qu'il va falloir développer des compétences collectives, redistribuer les rôles, et puis comprendre que le futur des compétences, ça sera peut-être plus forcément d'avoir un socle de compétences fixe, mais en revanche d'avoir ce qu'on appelle la learnability, c'est-à-dire une capacité d'avoir une certaine dynamique dans ses compétences et parfois même privilégier des personnes qui ont moins de compétences on va dire traditionnelles, mais qui ont une capacité à les faire évoluer beaucoup plus rapidement pour s'adapter aux futurs enjeux qui vont arriver. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, voilà, il faut penser à tout ça quand même. Oui, donc c'est très clair. Effectivement, ça suppose de la souplesse ou je vais dire de l'agilité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est totalement le manager doit vraiment s'adapter en permanence à tout cet environnement qui, en plus, change très rapidement. Moi, je voulais qu'on revienne aussi, mais vous l'avez un peu évoqué dans ce rôle du manager qui est un peu multicasquette, sur son rôle dans la régulation des usages de l'IA au quotidien et voir un peu sur quels outils, sur quelles approches il pouvait s'appuyer dans ce collectif, alors augmenté par l'IA globalement, mais avec des diversités d'usages, des risques, des optimisations qui sont attendues. Alors comment il régule tout ça, le manager? Alors on va encore ajouter une casquette Ouais. ou deux au manager. Pour moi, il a déjà un rôle, avant même de réguler, ça va être d'accompagner et de montrer que tout est fait de manière transparente. Et donc ça, il se veut un relais de communication généralement de la gouvernance qui passe par forcément de l'éthique, forcément de la sécurité, de la mise en conformité, du dialogue social. Il faut que le manager soit caisse de résonance de tout ça. Aussi pourquoi? Pour rassurer sur cette fameuse boîte noire en disant attention, tout a été fait en interne pour garantir que vous utilisez quelque chose qui a les bons fondements, qui a les bons objectifs et qui est là pour vous aider. Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi, il prend l'autre casquette, peut-être un peu plus pas de policier, mais en tout cas pour veiller, en tout cas prêcher la bonne parole, dans le sens où beaucoup d'entreprises et d'organisations lancent des Secure GPT comme nous, etc., pour limiter l'exposition à ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire l'utilisation d'outils d'IA du marché disponibles dans leur usage personnel, donc des services qui sont souvent hébergés aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où, et pour que si on met des données à l'intérieur qui sont soit des données secrètes soumises à brevet ou type on veut éviter l'espionnage industriel, soit forcément des données personnelles où on doit être forcément en respect de l'IA Act et du RGPD, il faut qu'il y ait à la fois la partie prévention en disant n'utilisez pas, utilisez les outils qu'on vous met à disposition, etc. Mais aussi de se faire caisse de résonance avec les RH peut-être des risques encourus et des sanctions qu'il peut avoir derrière, puisque effectivement il y a un certain nombre de cas à l'heure actuelle qui montrent que des personnes ont eu des sanctions parce qu'ils n'ont pas respecté ça et certaines données de l'entreprise se sont retrouvées sur le dark web ou internet. Donc oui, il y a encore en plus ces deux casquettes extrêmement importantes, d'où on rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de la compréhension. Je dis pas qu'un manager doit être power user et développer des modèles, mais en tout cas la compréhension de tous ces éléments-là, de tout ce que ça implique sur le collectif, sur les données, sur les objectifs. L'importance aussi des chartes, de la gouvernance qui doivent être mis en place pour définir les règles et aussi les faire comprendre, donc les démarches aussi de sensibilisation. Sensibilisation à l'éthique pour dire voici les fondements avec lesquels on lance nos cas d'usage, voici effectivement tout ce qu'on fera sera là pour lutter contre des biais,
on vous garantit la sécurité de l'usage, on vous garantit, comment dire, aussi quelque chose qui est très important, la frugalité de nos modèles. On ne va pas utiliser un cas d'usage IA si on estime qu'il y a un autre algorithme, pas d'IA générative, qui consomme beaucoup moins de ressources et qui peut faire aussi bien, voire mieux le travail. Forcément, il y a le choix, hein, la transparence, etc. Donc tout ça sert aussi à tous les utilisateurs d'IA qui voudraient encore pas passer, leur dire, attendez, vous pouvez sauter dans le grand bain, vous avez 30 élastiques, 50 parachutes, allez-y, et le manager doit être là pour accompagner, pour dire aussi, attention, on doit avoir, en lien avec les RH, forcément, on doit avoir un socle de connaissances commun, et aussi l'IA peut accompagner pour faire des trajectoires peut-être, on va dire, hyper personnalisées pour chacun, pour vraiment avoir un collectif renforcé. Et donc, dans cette démarche d'accompagnement, qu'est-ce qui vous semble ultra prioritaire pour accompagner les managers dans cette transformation ? Sachant que par ailleurs, comme pour les collaborateurs, on va avoir des managers qui sont férus de technologie, donc très en avance, qui vont les adopter rapidement. Et par contre, on peut aussi avoir des managers pas du tout réceptifs ou même qui ont des craintes par rapport à cet usage. Comment on accompagne les managers? Donc vous avez parlé de quelques actions phares. Quelles seraient les actions prioritaires à mobiliser? Alors nous, là, c'est encore en cours, hein. On est comme tout le monde, hein. Voilà, on a beau avoir commencé l'IA depuis une dizaine d'années, mais ce que je pourrais dire et ce que je vois aussi voilà, un peu partout, même aux États-Unis, c'est le sujet, ça va être déjà de tempérer les choses, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner les managers en disant c'est important que tu te mettes à l'IA et que ton collectif s'y mette, donc ceux qui sont un peu plus réticents, les accompagner, et puis peut-être un petit peu freiner ceux qui sont vraiment férus, power users, c'est-à-dire vraiment utilisateurs très avancés dans leur vie personnelle, en disant prends le rythme de ton collectif, accompagne ceux qui sont peut-être l'IA peut être quelque chose qui va venir en augmentation de la fracture numérique, forcément. Oui, il y a un risque d'exclusion. Voilà, c'est ça. Et donc, mais par contre, les études montrent aussi que ceux qui peuvent le plus en bénéficier, c'est ceux qui sont un peu en retard dans le numérique, parce qu'ils peuvent aussi s'y mettre. Donc, c'est comprendre, s'y mettre plus rapidement. On voit que, par exemple, les études du Boston Consulting Group montrent que ça bénéficie plus à ceux qui sont peut-être plus en retard dans le numérique. Donc, on peut avoir aussi rattraper leur retard avec de l'IA. On peut augmenter ceux qui sont déjà très performants et qui l'ont déjà adopté, mais on peut aussi récupérer même certaines personnes qui étaient déjà victimes de la fracture numérique. Donc, si on fait ça de la bonne manière, on peut essayer de réembarquer tout le monde dans le train. Et ça, je trouve que c'est vraiment un angle sous lequel il faut qu'on accompagne et qu'on outille les managers. On va évoquer également une question un peu prospective. Tout à l'heure, on a évoqué l'agent IA, donc on en a reparlé. Maintenant, si on voulait dessiner le portrait du manager public ou même dans d'autres secteurs de demain, dans un environnement où l'IA est omniprésente, comment on peut le définir? C'est vrai qu'on a évoqué plusieurs rôles, médiateur, régulateur, coach. Vous avez parlé de coach, facilitateur. Voilà. Comment peut-on le décrire pour garantir que le manager sera garant de la réussite de cette transformation, en quelque sorte? Oui, j'aime bien le rôle un peu de garant, de gardien, et j'ai envie de dire de l'humain, parce que en fait, cette transformation avec le tout IA, le tout agent IA, elle a des limites. Ce que peut supporter l'homme ou la femme, forcément, on pourrait par exemple ne plus avoir d'hôtes ou d'hôtesses de caisse depuis peut-être 10 ans. Il y en a beaucoup encore dans les supermarchés parce que les clients ne tolèrent pas qu'il n'y en ait plus. On a vu des entreprises supprimer tous les postes de télévendeurs, de 1500 télévendeurs dans, par exemple, Klarna.
le DG en a réembauché immédiatement 750 après avoir, voilà, parce que les clients fuyaient, partaient, parce qu'ils veulent de l'interaction humaine. Donc je pense que le manager de demain sera celui qui trouve la bonne adéquation entre ce qui peut être automatisé et puis pour remettre justement l'humain au centre, pour apporter encore des meilleurs services. Et s'il veut avoir une équipe d'agents IA, c'est des choses qui existent déjà aux États-Unis, hein, ce qu'on appelle des AI crew, c'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes d'agents IA avec un agent qui les gère tous en ligne pour faire des tas de choses, etc., etc. C'est pas encore complètement arrivé en France, mais ça ne va pas tarder. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas sur ces tâches-là, voilà, avoir des équipes, mais pas se concentrer à la fois sur voilà des usagers plus satisfaits, avec des personnes avec de l'empathie en face, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est possible, et trouver le bon équilibre pour qu'à la fois on ait une qualité de vie au travail avec des agents, des salariés qui soient épanouis tout en ayant une partie d'hybridation cognitive et d'hybridation du collectif. Je pense que ça sera vraiment un des défis, et le bon agent, je vais pas faire le bon chasseur ou le mauvais chasseur, mais le bon manager de demain sera celui qui arrivera à déjà trouver le bon chemin progressivement en accompagnant sans forcément de rupture, hein, et puis à trouver ce bon équilibre. Voilà ce que je dirais. Ce sont donc de nouvelles responsabilités pour le manager, et donc ce que je comprends dans votre réponse, c'est que c'est une opportunité aussi pour le manager de réinvestir l'humain, sachant que, comme le rappelait Jean-Baptiste, oui, comme le rappelait aussi Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est l'opportunité aussi d'instaurer des rituels sans IA pour favoriser l'échange, la collaboration et la création d'idées. Alors certes, l'IA peut aider, mais pas que. Donc c'est essentiel, parce que voilà, par exemple, on peut prendre de l'IA pour faire des synthèses de réunions, et là on va dire c'est des tâches à faible valeur ajoutée. Or, c'est à faible valeur ajoutée peut-être pour la personne qui va le faire, et peut-être pour un manager ou une entreprise. Par contre, d'un point de vue physiologique, c'est un exercice fabuleux, parce que quand on fait une synthèse, c'est ce qu'on fait en prépa HEC, c'est ce qu'on fait à Sciences Po, etc. C'est un des mécanismes cognitifs les plus exigeants, parce que on va mobiliser 3 mécanismes différents, et si on ne les utilise pas, les chercheurs en neurosciences disent use it or lose it. Donc on peut même avoir des effets, on va dire, physiologiques de l'utilisation de l'IA si on se fait trop remplacer. Donc c'est très important d'avoir des espaces comme ça, où un peu comme quand on est trop sédentaire, on fait du footing pour s'entretenir. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un peu de calcul mental de temps en temps pour garder une très bonne santé cognitive. Je pense, ça va faire partie peut-être de la QVT plus tard, de garder cette santé cognitive. Cette gymnastique ou cette santé mentale Absolument. Par rapport à l'IA et ses risques sur l'activité cérébrale. Donc avoir la balance entre les avantages, les risques, et essayer d'éviter les risques. On voit bien quand même que le rôle du manager, il n'est pas simple, hein. C'est un jeu d'équilibriste entre à la fois Il l'a toujours été. Oui, il l'a toujours été. Mais il va l'être encore plus, ouais. Encore plus. Donc faudra veiller à la santé mentale de nos managers. Bah écoutez, merci Aurélien. On va passer à la 3e séquence, mais je vous informe qu'on a quand même pas mal de questions que je prendrai, qui vont certainement compléter vos interventions. Je vous propose d'aborder avant la 3e séquence avec Camille. Camille, comme je disais en introduction, vous travaillez sur l'Observatoire des métiers, et vous avez lancé avec les autres branches une enquête majeure pour appréhender les impacts de l'IA sur le travail, sur les 27 métiers à la sécurité sociale. J'anticipe vos réponses, mais c'est parce que j'ai fait partie de certains ateliers. Donc, ce qui serait intéressant, je pense, Camille, c'est de nous rappeler la méthodologie et toutes les actions que vous avez menées aussi sur le terrain pour avoir cette première connaissance et maîtrise de l'impact de l'IA sur les métiers. Effectivement, merci à vous pour cette invitation.
Effectivement, donc Lucans, dans le cadre de l'Observatoire des métiers en lien avec les différentes branches de la sécurité sociale, a lancé une étude depuis le début de l'année sur l'impact de l'IA sur les métiers de la sécurité sociale. C'est une étude qui a trois gros objectifs. Le premier objectif va être assez simplement de comprendre quel est l'impact sur les activités et sur les métiers de la sécurité sociale. Le second objectif, c'est vraiment plus de l'aide à la décision RH, managériale, stratégique, dans une démarche vraiment d'évolution des compétences et des besoins en formation et d'adaptation face à ces nouveaux défis. Et le troisième objectif, c'est vraiment plus d'acculturer et de donner un langage commun entre les différentes directions IA, les directions métiers et les directions RH. Et donc du coup, en termes de méthodologie, on a séquencé du coup cette étude en 2 temps. La première partie qui s'est concentrée sur le premier semestre de l'année 2025 a été consacrée à la réalisation d'une cartographie. Où là, on a du coup essayé de déterminer quel était l'impact de l'intelligence artificielle générative, je précise parce que c'est important, sur les activités et sur les métiers. Ensuite, la deuxième partie, celle que l'on est en train de finaliser actuellement, c'est une partie plus prospective. Essayer de voir quelles sont les différentes approches qu'on pourra mettre en place, quels sont les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs RH à mettre en place au sein de la sécurité sociale. Et alors, comme vous le disiez, c'est une méthodologie qui a été nourrie par plusieurs outils avec une approche croisée où on a mené pas mal de choses, beaucoup d'analyses documentaires bien sûr, mais on a mené aussi des observations sur poste, donc à travers des immersions au sein des terrains et au sein des organismes locaux et nationaux. On a mené des entretiens qualitatifs avec des experts métiers. Une enquête de perception, on va pouvoir y revenir, à destination des collaborateurs, de 25 000 collaborateurs au total. Un benchmark externe et aussi des ateliers de co-construction. Donc c'est plutôt riche. Et donc vous avez ciblé 27 métiers du répertoire des métiers à la sécurité sociale. C'est ça, exactement. Et dont celui le métier de manager, évidemment. C'est ça, exactement. Effectivement, donc du coup la famille métier, la famille du coup du management. 27 métiers sur les 80 de la sécurité sociale. Donc en complément de cette enquête, enfin de cette étude, donc qui est menée par l'Observatoire des métiers, qui est une instance interbranche au niveau de la sécurité sociale, du régime général plus exactement, vous avez réalisé une enquête auprès des salariés des organismes de sécurité sociale. Alors pourquoi cette enquête ? Ouais. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'aspect un peu technique, il était important pour nous de comprendre quelle était la perception des collaborateurs de la sécurité sociale, notamment en termes du coup d'attente, éventuellement de crainte s'il y en avait, parce qu'effectivement c'est un sujet qui occupe beaucoup les discussions. Et donc, dans cette démarche, on a lancé une enquête auprès de 25 000 collaborateurs issus des branches famille, maladie, recouvrement et de Lucans. Au total, on a eu un taux de participation de 27%, ce qui est assez conséquent, en tout cas plutôt bien pour avoir des données suffisamment fiabilisées. Ce qui montre quand même une certaine attente des salariés, d'une certaine façon. On sent un engouement. Et parmi du coup ces répondants, il y a 700 managers, pas loin de 700 managers, qui pour la majorité d'entre eux ont répondu être très sensibilisés, en tout cas bien acculturés au sujet de l'intelligence artificielle. Oui, puisqu'il y a eu plusieurs démarches quand même dans l'institution de sensibilisation, des démarches majeures dans pratiquement tous les réseaux. Exactement. Et donc du coup par rapport à cette enquête, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre vraiment en avant 3 axes d'enseignement. Le premier, c'est lorsqu'on a posé la question vraiment au début de l'enquête, comment évaluez-vous votre sentiment général vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative ? Il était possible de répondre par des adjectifs comme convaincu, enthousiasme, curieux, sceptique, méfiant, observateur. Et en fait, ce qui ressort vraiment de cette première question, c'est qu'il y a une majorité de répondants qui se disent curieux. Donc c'est assez intéressant, je trouve, à mettre en avant. Donc ils sont plutôt, finalement, les collaborateurs, que ce soit managers ou non, sont plutôt ouverts, assez intéressés. Et bien sûr, il y a des postures un peu de méfiance, mais ça reste quand même minoritaire. Par méconnaissance, probablement.
Oui. Par méconnaissance, probablement. Certainement, certainement. Après, si on se concentre sur les managers, cette curiosité est encore plus accrue. Et c'est ça qui est aussi important de souligner, certainement parce que c'est peut-être des sujets qui ont l'habitude ils ont l'habitude en tout cas de Ils ont peut-être été des cibles prioritaires dans les campagnes de sensibilisation, j'espère. Oui, exactement. Je pense que dans certaines branches, ça a été le cas. Oui, exactement. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'au global, on est vraiment dans une posture d'ouverture, d'expérimentation finalement. On a envie de découvrir et pas forcément, en tout cas les collaborateurs n'ont pas forcément une vraie peur bien marquée. Le deuxième enseignement que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt maintenant sur les usages concrets. Donc on a posé la question dans le monde professionnel, dans votre posture professionnelle, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle générative? Et là finalement, il y a à peu près la moitié des répondants qui disent l'utiliser de manière assez fréquente, mais c'est pas finalement en usage quotidien, j'imagine. Finalement pas tant que ça. Au quotidien, ça reste assez peu, c'est à peu près, il me semble, 20%. Mais c'est assez logique finalement, parce que pour le coup, l'intelligence artificielle n'est pas totalement encore intégrée dans nos outils. Il n'y a pas encore de cadre aussi par rapport à ça, donc ça s'entend. En revanche, si encore une fois on se concentre sur les managers, eux l'utilisent beaucoup plus que du coup la totalité des répondants. Et donc du coup ça montre vraiment une envie d'expérimenter, de prendre un petit peu le lead là-dessus, et voilà, ils cherchent à tester, à voir comment ça pourrait être intéressant eux dans leur quotidien. Ça revient encore une fois sur cette petite... Et tous les salariés qui répondent indiquent qu'ils ont accès à des outils d'IA, qu'il n'y a pas de blocage majeur, soit des Secure GPT comme on a évoqué tout à l'heure chez France Travail, soit des outils d'IA. Alors, classiques. Pas tous, effectivement. Au tout début, on a posé une question un petit peu, du coup, qui était fermée. Est-ce que vous utilisez oui ou non? Et ceux qui n'utilisaient pas, effectivement, ne pouvaient pas répondre à la suite des questions. Et ensuite, le troisième enseignement qui est important aussi, c'est du coup dans le cadre où il y a une utilisation de l'intelligence artificielle au sein du secteur professionnel, quels sont les outils utilisés? Et là, on parle surtout d'outils du coup d'assistants virtuels, des outils de résumé automatique de documents, de rédaction assistée. Et on voit que c'est des outils qui permettent de faciliter le quotidien, de faciliter finalement l'émission et les tâches. Mais qui viennent pas remplacer l'humain ou se substituer. Donc encore une fois, c'est assez intéressant de voir ces enseignements-là. Et en fait, dans cette dynamique du coup d'intelligence artificielle générative, on voit que le rôle du manager est plutôt clé, parce qu'en fait, c'est lui qui fait le lien entre ces innovations et ce collectif. C'est un petit peu ce que vous disiez également par avant. Et en fait, on voit aussi que du coup, les managers sont finalement dès à présent déjà dans une posture où ils veulent s'approprier le sujet et pour pouvoir ensuite au mieux accompagner leurs équipes, que ce soit oui, ils préfèrent embarquer que de rester à quai. C'est plutôt encourageant, je trouve. Tout à fait. Ils ont bien raison. Et il y avait d'autres tendances que vous observiez à travers l'enquête? Alors, à travers l'enquête, pour l'instant, c'est les trois grandes tendances que j'observe. À travers l'étude, pour le coup, déjà dans un premier temps, avant de parler vraiment de résultats, parce que déjà l'étude n'est pas encore finie, c'est important pour moi de préciser qu'il s'agit vraiment d'une enquête, une étude théorique, prospective, qui vise à dessiner des tendances, mais pas une réalité très concrète. Tout simplement parce qu'elle est conditionnée par deux choses sur lesquelles on n'a pas la main. La première condition pour que les résultats soient totalement fiables, c'est que ça suppose que, si on utilise l'intelligence artificielle de manière totalement maximale, intégrée. Oui. Voilà, ça les outils métiers notamment, je pense. Exactement, ça suppose que y a une intégration totale de l'intelligence artificielle dans les outils et qu'il y ait une utilisation optimale. Or, c'est pas encore le cas et je sais même pas si ce sera le cas. En tout cas, c'est à la décision. En tout cas, pas à court terme. Pas à court terme. Compte tenu de la complexité exactement. d'intégrer. Enfin, je pense que chez France Travail, on doit avoir les mêmes sujets aussi.
d'intégrer l'IA dans les outils métiers, de production métier. C'est ça, exactement. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas le cas et c'est à la discrétion de chaque branche. La deuxième condition, c'est que on est sur un sujet technologique extrêmement mouvant, ce qui fait que globalement là, les résultats de notre étude se basent sur l'intelligence artificielle générative telle qu'on la connaît là à l'heure actuelle, mais finalement on n'est pas ça peut encore beaucoup évoluer. Et en termes de résultats, du coup, encore une fois, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Donc là où l'intelligence artificielle générative est déjà présente, on voit que c'est un vrai appui et que c'est très intéressant pour les collaborateurs, mais aussi bien sûr pour les managers, notamment sur donc de l'aide à la rédaction, enfin des tâches qu'on a déjà évoquées, hein, mais l'aide à la rédaction, la synthèse, la recherche documentaire, l'analyse de données. L'enjeu n'est pas ici de remplacer l'humain, bien sûr, mais vraiment de pouvoir accompagner et être là dans un rôle d'assistanat. La deuxième tendance qui est importante aussi de mesurer, pour moi, c'est de dire que même si l'intelligence artificielle, c'est un vrai levier du coup de simplification finalement de son quotidien professionnel, c'est possible si et seulement si elle est utilisée à bon escient. Effectivement, c'est ce que vous disiez aussi. Et c'est là où je trouve que le rôle du manager est vraiment primordial, parce qu'en fait, c'est grâce à lui c'est lui qui a ce rôle d'embarquer ses équipes, mais aussi de sensibiliser, de pouvoir accompagner, expliquer et donner du sens à ces évolutions pour qu'elles soient perçues finalement comme un axe, vécu plus comme un appui, comme un assistant, comme une opportunité, mais pas comme une menace. Merci Camille. Alors pour ces précisions sur l'étude, sur l'impact de l'IA sur les métiers, sur l'enquête auprès des salariés, on évoquait tout à l'heure en introduction le lancement du challenge IA pour les managers, donc pour les managers qui, je pense, se sont connectés. Donc, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, en tout cas, expliquer à notre public en quoi cela consiste et qu'est-ce qu'on vise comme objectif par ce challenge. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ce qui se découle un petit peu de cette étude, l'idée, c'est par la suite de mettre en place des actions RH et des actions de sensibilisation. Et notamment, un des exemples que je peux vous citer, c'est un challenge, le challenge IA qu'on met en place à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 décembre, qui est destiné aux managers pilotes du campus CAPEM des managers. Donc, vous l'avez précisé en introduction, mais c'est du coup à destination de 2500 managers issus de 35 organismes. Et donc l'idée, c'est de leur faire expérimenter à travers du coup une approche ludique et collaborative comment l'intelligence artificielle peut les aider dans leurs tâches quotidiennes. Donc chaque semaine sera consacrée, je pense qu'à l'écran vous voyez, chaque semaine sera consacrée à un thème donné où on proposera à chaque fois des contenus d'apprentissage, pour aller plus loin, une mise en pratique à travers un petit challenge, et enfin, pour clôturer la semaine, un café digital qui sera sponsorisé à chaque fois par un expert de l'institution, durant lequel on va pouvoir revenir sur la thématique du coup de la semaine précédente et aborder la thématique de la semaine qui arrive. On appelle ça un challenge IA parce que chaque activité finalement rapporte des points et les managers ayant recueilli le plus grand nombre de points pourront recevoir des lots. Voilà. Et aussi, ce qui est important pour moi de préciser, c'est que à l'issue de ce challenge, on proposera sur le campus des managers CAPEM un parcours relatif à l'intelligence artificielle sur 3 niveaux, le niveau du coup débutant, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Destiné aux managers, puisqu'en fait nous avons mis dans ce campus des managers une plateforme numérique qui comporte un certain nombre de services, dont des dispositifs d'apprentissage. Exactement. Et ça va s'inscrire là-dedans, je pense. Oui, tout à fait. Merci Camille pour cet apport qui complète et qui montre aussi que on commence à accompagner aussi les managers dans l'appropriation de l'IA.
pour mettre en place une démarche d'accompagnement global aussi, puisqu'avec l'étude de l'impact de l'IA sur les métiers et l'enquête, je pense que plus globalement, en interbranche, l'objectif sera de mettre en place une démarche d'accompagnement global. On a terminé nos 3 séquences comme convenu. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Donc il y a, je crois, plus de 500 personnes de connectées. Merci aux participants. Donc j'ai une première question. Alors ces questions vont être en rebond par rapport à des sujets, mais je pense que c'est intéressant de les prendre. Donc une première question qui fait écho au sujet d'éthique et de transparence. Le manager doit-il demander à son collaborateur s'il a travaillé en utilisant de l'IA? Et si oui, le collaborateur doit-il évaluer la part d'IA au regard de sa production et le déclarer? Un peu technique, mais je pense que c'est clair. Jean-Baptiste et ensuite Aurélien, peut-être? Ouais, bon, on va le faire à plusieurs fois. Ouais. En fait, ça dépend vraiment, derrière cette question, ça dépend de la manière dont l'organisation, l'entreprise, la structure, a justement encadré le sujet de l'IA. Et donc, la réponse, elle est malheureusement, elle peut pas être hyper précise. Mais dans l'hypothèse où, on va dire, l'IA serait en cours de développement, mais non institutionnalisé au sein d'une organisation, et donc on va dire c'est peut-être le cas dans le contexte qui était évoqué là. En fait, il y a une logique de transparence qui est importante et de règles à mettre en place vis-à-vis de ses collaborateurs sur l'utilisation de l'IA. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, une réflexion sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, ou ne pas faire, avec l'IA, qu'elle soit encore une fois intégrée directement à l'organisation ou grand public. Et ça, c'est une réflexion évidemment qui doit être cadrée par l'organisation dans un premier temps, et le manager s'en fait le relais. Mais s'en fait le relais au regard des spécificités opérationnelles de ses équipes, et doit donc avoir le bon jugement ou le discernement pour dire que telle activité ou telle tâche est IA compatible, là où tel autre va mettre en risque l'activité, soit parce que les données vont partir à travers le monde, soit parce que tout simplement l'action ou l'activité ne serait pas aussi efficace que lorsqu'elle est réalisée de manière traditionnelle dans le cadre des processus classiques. Donc ça va vraiment dépendre pour moi du jugement et du discernement. Soit pertinent dans l'analyse des situations en fait. Et dans le cadrage en fait de tout ça. Peut-être Aurélien pour compléter. Donc je suis en phase bien évidemment. Après, il y a aussi peut-être une nuance quand on veut parler d'évaluation ou d'objectif. Si parfois on doit faire un objectif très rapidement, on doit atteindre un objectif très rapidement, peu importe à quelle manière on a utilisé l'IA, à quelle hauteur, tant qu'on l'a bien utilisé pour atteindre cet objectif. Par contre, dès qu'on veut être dans un objectif d'évaluation, on a besoin de beaucoup plus de transparence sur ce qui a été mobilisé ou pas, et de quelle intelligence on parle, l'intelligence humaine ou l'intelligence artificielle. Et ces exemples-là, on les voit bien. Parce que la question, ça me fait penser à ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les corrections, notamment de mémoire pour des masters, notamment à Sciences Po, etc. Donc le problème, c'est que les professeurs en ont marre de corriger ChatGPT comme les éditeurs ont reçu à la sortie de ChatGPT plus 300% d'ouvrages. Donc à quel point donc le sujet, c'est que maintenant, ce qui est fait par exemple dans des évaluations de master, c'est de dire OK, proposez-nous votre devoir, et par contre, on veut savoir quel prompt vous avez utilisé, comment vous les avez utilisés, quelles ressources vous avez, quelles réflexions vous avez faites, et sur quelles réflexions et comment vous avez utilisé l'IA, puisque petit à petit, la manière dont on utilise l'IA à bon escient, dont on lui pose les bonnes questions dans la bonne manière de prompter, va petit à petit devenir aussi une compétence et une capacité à mettre en œuvre. Et c'est aussi intéressant du coup à la fois la transparence, mais comment la mobiliser pour faire un tout cohérent et qui approche le plus possible l'excellence.
Et oui, donc parfois, si on veut vraiment évaluer, c'est important d'avoir cette transparence et on peut demander à quel point tu as fait appel à l'IA, à quel point tu as vérifié les sources, à quel point tu as travaillé en coopération et pas sous-traité. Et d'autant que tout ce que vous évoquez fait écho au principe de transparence, d'analyse critique des résultats, enfin de la qualité. C'est de la réciprocité. Qu'on trouve dans les chartes voilà, éthiques. Alors absolument, mais si à un moment des agents réclament une transparence sur qu'est-ce qu'on leur met en place, quels sont les modèles, etc., eux aussi doivent en réciprocité des intentions, être aussi transparents sur leurs usages si on veut être pour les managers, pour les RH aussi en capacité de comprendre quelle est leur contribution ou pas dans leur travail. C'est une possibilité. Et dans ce sujet de l'éthique, donc il y a une question qui demande si l'intégration des outils IA dans les missions des managers doit-elle être encadrée par une charte. Alors, de la même façon qu'on a des chartes sur l'utilisation de l'IA, y a-t-il, enfin je sais pas, dans vos expériences ou vos échanges avec d'autres entreprises, des chartes spécifiques au management par l'IA qui reprendrait les principes, qui ferait écho à la question précédente en quelque sorte. Comment on manage avec l'IA En fait, j'ai pas tant vu de charte précise, mais plutôt des dispositifs d'accompagnement spécifiques qui, in fine, permettent d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques qu'on pourrait d'ailleurs transcrire dans une charte. Et c'est vrai que pour reprendre un peu la question qui était posée préalablement, et Aurélien, tu l'as très bien dit, c'est pas tant est-ce que tu as utilisé l'IA, mais comment tu l'as utilisé. Le sujet. Et donc, en fait, dans l'acte managérial, ça sera plutôt une série de bonnes pratiques et de manières de regarder et d'appréhender l'IA, plus qu'un guide, on va dire, très très normé pour expliquer comment on doit encadrer à l'ère de l'IA. Enfin, un guide ou peut-être pas forcément des procédures entre guillemets, mais des principes, que tout le monde, que le collectif s'empare et après décline en fonction des situations. Voilà, c'est plus ça. C'est plus un processus pour accompagner le manager dans son rôle de manager, d'encadrant, de coach, appelons-le comme on veut, de manager augmenté, et comment est-ce qu'il va s'assurer de la bonne diffusion de l'intelligence artificielle, de ses bons usages, et comment il va ensuite pouvoir s'appuyer sur cette technologie au quotidien, y compris dans l'animation du collectif. Aurélien, vous voulez compléter? Ensuite, une question, on a parlé du manager qui doit bien sûr s'adapter à cette transformation. Quels sont les principaux freins, on en a évoqué tout à l'heure, à l'adoption de l'IA dans les pratiques managériales véritablement? Manager qui se retrouve dans un collectif augmenté par l'IA, qu'est-ce qui le freine le plus? Même si, dans les réponses que nous a fournies Camille, finalement, on a plutôt un encouragement à aller intégrer l'IA dans leur environnement, dans leurs équipes. Je sais pas, Aurélien. Tu l'as un peu évoqué, Aurélien, tout à l'heure, tu parlais de perte d'expertise. Oui. Il y a cette peur. Et de légitimité, peut-être? Perte de la légitimité, parce que, automatiquement, quand un agent peut organiser son travail de manière, parce que c'est aussi l'une des tâches du manager classique, que d'organiser le travail, à partir du moment où l'IA permet de le faire très rapidement, on vient sur des prérogatives managériales, et on vient sur ses prérogatives en tant que manager. Donc, le manager peut se sentir un peu dépossédé, et donc il peut y avoir un peu une mécanique de recul-frein pour dire, ok, non, attendez, l'IA c'est très dangereux, on va éviter de le mettre en place. En fait, ça vient plutôt manger sur les plates-bandes. C'est ça le sujet derrière. Je pense effectivement que le petit chef, le manager qui garde un ascendant sur son équipe en faisant de la rétention d'informations, rétention de compétences, etc. Ça va pas être une bonne période pour lui. Parce qu'effectivement, comme tu le disais très bien tout à l'heure, les agents, les salariés vont pouvoir poser des questions qui leur seraient auxquelles ils n'auraient pas de réponse directement à des chatbots, à des intelligences artificielles. En revanche, qu'elle n'apportera pas l'intelligence artificielle, c'est cette expérience, c'est ce côté empathique,
l'expérience humaine. Par exemple, donc on sera peut-être moins dans un manager sachant à tout prix, mais peut-être je pourrais plus répondre à une question technique, voilà, parce que j'aurais oublié, et puis l'IA le fera très certainement mieux que moi. Et par contre, un agent qui traverserait une période difficile, qu'aurait, je sais pas eu une promo, mais qui la mériterait, comment moi, qui ai déjà vécu ce type de choses-là, je vais pouvoir être, comme tu le disais, avoir un peu une casquette de coach, une casquette d'accompagnant pour dire, attends, mais regarde, j'ai rebondi quelques années après, c'était mon moment, j'ai tenu comme ça, j'ai prouvé encore plus comme ça, je m'en suis sorti comme ça, je te comprends. Donc voilà, le manager vraiment beaucoup plus dans l'empathie, l'accompagnement, avec une réciprocité relationnelle, et beaucoup plus comme voilà un leader qui va engager par son accompagnement, par sa vision, par son empathie. Oui, puis il faut peut-être aussi, en complément, développer ses compétences. des rôles modèles aussi de managers Absolument. qui ont réussi la transformation. Absolument. Qui, ils entre vont... guillemets, évangélisent les autres en quelque sorte, ou... Ça va être aussi, oui, et une autre manière d'avoir du leadership. Voilà, du leadership peut-être plus inspirant, plus dans l'accompagnement, plutôt que dans le savoir à tout prix. Ouais. Disons que le truc un peu classique dans les organisations entre manager et expert, parfois on devient manager parce qu'on est très expert. Oui. On voit bien que là, on a un outil qui sera toujours plus expert que l'expert. Par conséquent, ça remet, on va dire, la focale sur la dimension managériale. Et comme toute grande transformation, on l'a vu avec l'hybridité du travail, par exemple, là on a un truc encore plus massif et qui est peut-être encore plus transformant. Eh bien, c'est un révélateur en fait des réalités managériales au sein d'une organisation, et ça va mettre en difficulté certains qui devront par conséquent être accompagnés. Ensuite, alors j'ai une question d'intérêt pour le chatbot RH de France Travail qui demande peut-on en savoir un peu plus? Bon, je sais pas, on donnera peut-être que vous aurez des contacts. Pourquoi pas, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment voilà ce qu'on appelle des FTs, donc voilà, on en a un autre, par exemple, sur notre nouveau SIRH, où on a mis l'ensemble des procédures pour que nos RH qui testent leur nouvel outil, s'ils ont une question à se poser, comment je fais une mutation, je pose la question et tout de suite, j'ai accès j'ai un lien vers la bonne fiche, et puis on me dit étape par étape ce que je dois faire. On en a un autre qu'on va bientôt sortir qui est beaucoup plus complexe, qui s'appelle un RAG, c'est-à-dire qu'on entraîne un chat GPT interne sur énormément de données. Là, c'est les conventions collectives, les accords locaux, etc., pour avoir aussi des questions qui prennent des réponses à des questions qui peuvent prendre moins de temps que d'éplucher en permanence. On dit qu'un juriste, il passe plus de 40%, voire 50% de son temps dans la recherche d'articles. Là, c'est peut-être pour avoir une première vue. Je dis pas que le juriste devra pas vérifier les choses après, mais en tout cas, ça permet d'avoir déjà un bon aperçu en quelques secondes des possibilités. Donc oui, c'est des choses qui nous intéressent, vraiment des IA avec des focus sur vraiment proposer des processus un peu augmentés, mais qui rendent vraiment des services, et là on n'a pas encore sorti la partie qu'on appelle les JRH, mais je sais qu'elle m'a encore été réclamée hier. Donc voilà, on arrive avec des outils comme ça même à générer de l'envie et de l'attente. Donc je pense que, je sais pas si ça sera toujours ce qu'il faudra qu'on fasse, mais en tout cas c'est des choses qui marchent, qui rendent service et qui donne envie. Donc moi je pense que c'est la bonne manière de mettre les choses, mais toujours aussi avec les bonnes pratiques qui sont accompagnées, mais ça rend service, donc ça fonctionne. Voilà. Une question, alors dans ce prolongement où là on met à disposition un outil RH pour faciliter le travail des managers qui doivent connaître un certain nombre de règles du droit du travail ou de la convention collective, le manager doit-il être garant du respect des chartes éthiques liées à l'IA, ou ce rôle doit-il être partagé avec d'autres fonctions RH ou DSI? Sachant que c'est vrai qu'il y a des questions. Moi je suis persuadé que c'est l'affaire de tous. Oui. Voilà, la DSI forcément sur la partie Shadow AI, souvent c'est même souvent la DSI qui est à l'origine avec les métiers en disant attention, on utilise peut-être trop
des outils disponibles comme ça sur Internet. Donc après, on sait bien que si c'est gratuit, derrière, ils vont réutiliser les données, etc. Donc c'est hyper important que la DSI veille surtout dans un monde où il y a toujours plus d'attaques, de cyberattaques, etc., fasse très attention aux données personnelles, aux données sensibles, aux données confidentielles des entreprises. Mais oui, ça a aussi un rôle RH, parce que les RH sont aussi là pour dire, mais attention, il peut y avoir des sanctions, mais on doit aussi former. C'est un peu ces doubles casquettes-là. Et pour moi, le manager, il doit être aussi en caisse de résonance, en relais de tout ça. Et après, tout ne doit pas reposer sur les épaules du manager. Il faut que forcément les agents soient formés sur la bonne utilisation, la bonne manière de prompter, etc. Mais certes, le manager, lui, doit rappeler les bonnes pratiques, etc. À la fin, s'il y a un agent ou un salarié utilise mal l'IA, c'est finalement lui-même qu'on est responsable et puis qui en assumera les conséquences. Mais voilà, on voit bien aussi le rôle du manager dans l'accompagnement justement aux bonnes pratiques, etc., d'y veiller. C'est un peu une tour de vigie, voilà, et puis un rappel des bonnes procédures. Après, tout ne peut pas reposer sur le manager, sinon il s'en sortira pas. Mais voilà, il a ce rôle d'animateur de tout ça. Ouais. Et puis au-delà de la potentielle sanction, pour moi le sujet il est aussi sur, certes, il y a une charte qui nous dit ce qu'on doit faire et ne pas faire, mais surtout, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, dans une logique un peu de subsidiarité. Finalement, qui mieux que l'équipe pour monter des projets de service ou des projets d'équipe augmentés, entre guillemets, et se dire, voilà, les règles sont claires, maintenant, dans ces règles-là, on a un champ d'action, on a des marges de manœuvre, et voilà ce qu'on veut faire avec l'IA, voilà, en revanche, ce qu'on décide de ne pas faire avec l'IA. Pour garder cette place. C'est un peu un contrat d'équipe en quelque sorte. Exactement, c'est une logique de contrat d'équipe intégrant l'IA comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on peut marketer en appelant ça contrat d'équipe augmenté si on veut, mais à la fin, on prend en compte l'IA dans notre réflexion très opérationnelle, comment on bosse au quotidien, comment on interagit, y compris d'ailleurs en lien avec la convivialité, le collectif, c'est ça qu'il doit y avoir derrière. Excellent moyen de créer de la cohésion d'équipe, d'avoir un objectif qui crée du lien, donc c'est pas incompatible, et puis de réinvestir sur l'humain. Exactement. Ça peut sembler paradoxal. Et puis de pousser de la créativité. Tout à fait. Voilà, donc redévelopper certaines compétences, etc., qu'on ne voyait pas forcément dans le travail tous les jours, mais là, trouver la bonne adéquation entre intelligence artificielle, créativité, collectif, etc. Moi, perso, je trouve ça absolument passionnant. Et c'est un super moyen de s'y mettre. Et c'est une opportunité pour les managers de voir aussi des compétences qu'on n'avait pas forcément vues. En fait, c'est un révélateur aussi pour les agents que le manager encadre. Et c'est hyper intéressant lorsqu'on met en place ce type de démarche de voir que l'intelligence artificielle va être un peu un catalyseur pour certains, va peut-être révéler certaines faiblesses pour d'autres, qu'il va falloir accompagner, mais en tout cas, ça remet le collectif aussi potentiellement. Tout le monde peut trouver son utilité. Donc vous répondez à une question sur la dynamique collective, la cohésion d'équipe, où la question était de savoir si l'IA renforçait ou affaiblissait la dynamique collaborative, la cohésion d'équipe. Ça peut l'affaiblir, évidemment. Oui. Ça peut terriblement l'affaiblir. Si justement on met pas en place ce que vous préconisiez. Exactement. Comme on pourrait dire que l'hybridité du travail a un impact, pourrait avoir un impact très négatif sur la cohésion d'équipe. Ça dépend. Ça dépend de la manière dont dont tout cela est mis en place. Ça dépend de la réflexion. Si on le met en place de manière très, très binaire ou pas. Et donc vraiment, cette réflexion collective là qu'on évoquait, à mon avis, c'est une piste intéressante. Ouais. Il y a des équilibres un peu sociaux. En fait, c'est une petite société, un collectif, avec, comme je disais tout à l'heure, souvent des rôles qui sont créés. Le sachant, l'expert en macro, celui qui a l'expertise, celui qui est le taulier parce qu'il est là depuis 40 ans, le petit jeune qui connaît les réseaux sociaux. Et il y a des rôles qui se mettent en place. Chacun a son rôle, l'assume, ça crée le collectif, ça crée les relations. Ah ben je sais pas, je demande à lui, là, Et quand il y a une technologie aussi révolutionnaire que ça qui arrive, ça peut changer. Voilà, et donc comme je disais tout à l'heure, ces rôles, ces répartitions, ces visions, et comme je le disais tout à l'heure dans l'arrivée de ce qu'on appelle la théorie des systèmes socio-techniques, c'est que dans certaines mines, quand la révolution industrielle est arrivée et qu'ils ont commencé à automatiser, dans un premier temps,
malgré toute l'automatisation, ils ont eu moins de performance parce que le collectif était perdu. Donc, la performance de l'IA d'un point de vue d'un service ne passera que si le manager aura la capacité d'embarquer, de former son collectif pour pas être déstabilisé, mais s'emparer de la bonne manière. Donc, en fait, oui, ça peut déstabiliser, oui, ça peut servir. Le sujet, c'est comment on va s'en emparer pour en sortir avec, comme on vient de le dire, même un collectif qui s'éclate autour de nouveaux objectifs, de nouveaux enjeux, et encore créer encore plus de liens. C'est possible. Ben, on va terminer sur ce point, Aurélien. On avait encore des questions, hein, mais on n'aura pas le temps de les prendre, j'en suis désolée. Donc on va terminer sur ce message en quelque sorte très positif où on met en avant la dynamique socio-organisationnelle plus que la technologie et donc l'objectif de remettre l'humain au cœur de l'équipe et le rôle aussi du manager qui va être encore plus valorisé dans ce challenge sur l'IA. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour vos contributions très riches et très passionnantes. Je pense que on était, alors j'ai pas le nombre exact, mais plus de 510 participants qui sont restés jusqu'au bout, je le précise. Merci aux participants. Donc je pense que vous retrouverez toutes les thématiques que nous avons abordées dans le dossier de synthèse. Je vous rappelle que nous attendons le questionnaire de satisfaction. Donc je vous remercie de bien vouloir le remplir et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence sur l'IA qui traitera de l'impact environnemental de l'IA dans la continuité des séries sur l'IA que nous avons traitées. Donc rendez-vous sur le site du lab sécuritésociale.fr. À bientôt.